Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur cette nouvelle table ronde où on va parler de la mesure de la mode. Alors, en introduction, je voulais rappeler qu'au sein de l'association Fashion Green Hub, ça fait déjà 18 mois qu'on travaille sur le sujet. Il y a un groupe de travail dédié à la mesure de la mode que je copilote avec Frédéric Fournier, qui est présent d'ailleurs dans cette salle, où on a réfléchi à ces problématiques. Et je voulais rappeler qu'on a édité un premier livre blanc qui est paru au mois de mars, qui est téléchargeable en libre accès et gratuitement sur le site de l'association. Donc je vous invite vraiment à aller le regarder. Il y a vraiment tous les éléments de contexte, les méthodologies, les outils, les bons contacts, aussi des retours d'expérience pour bien démarrer sur le sujet et pour ceux qui sont bien avancés sur le sujet aussi pour aller au-delà. Donc je vous invite à aller le regarder. Le document est vraiment intéressant. Alors, on est au Fashion Tech Days et qui dit technologie, évidemment, via la technologie, les outils, les solutions, c'est vraiment un bon moyen pour mesurer efficacement et réduire efficacement ses impacts. Et du coup, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table aujourd'hui 3 intervenants qui vont vous présenter, qui vont parler pour 3 solutions et vous faire leur retour d'expérience justement sur le sujet. Donc, comment on mesure efficacement ses impacts dans la mode et comment on peut les réduire aussi durablement. Alors, je vous laisse vous présenter. Eh ben, j'y vais. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mathilde Ron. Je suis consultante carbone chez Weekant, spécialisée dans le textile. Donc, Weekant, c'est une société qui accompagne les entreprises dans leurs projets de décarbonation. Donc, en les aidant à réaliser leur bilan carbone et à faire leur stratégie climat. Donc, notre objectif, c'est vraiment de réaliser des programmes d'accompagnement qui soient collectifs, donc sectoriels. On en a organisé un sur le textile le premier semestre 2023, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de rendre autonomes ces entreprises dans leur projet de décarbonation. Bonjour à tous, moi c'est Martin Beignet, je suis cofondateur et CEO de Hollis. Hollis, c'est une plateforme d'analyse de cycle de vie et d'éco-conception. L'objectif pour nous, ça a été de rendre accessible cette méthodologie et de la démocratiser auprès des novices, mais aussi auprès des grands groupes, parce que c'est des études, on aura l'occasion d'en parler, qui sont assez poussées, assez complexes, et quand on a énormément de références, c'est important de pouvoir aussi automatiser la tâche de travail. Donc c'est ce à quoi on s'attelle avec Hollis. Bonjour à tous, donc moi c'est Alban Fournier, je travaille au sein du projet EcoBalise en fait, qui vise à aider l'industrie et puis le politique à mettre en place l'affichage environnemental, donc sur le textile et alimentaire. Et donc moi je suis chef de projet textile, donc avec des enjeux sur la méthode de calcul en construction et sur aussi le développement de la plateforme EcoBalise, qui est un outil open source et qui a vocation à être utilisé par tous les acteurs de la chaîne de valeur, en commençant par les marques, mais ensuite en faisant le lien avec la production, avec les industriels, pour in fine, en plus d'informer le consommateur, faciliter l'éco-conception. Alors, en introduction, je pense que c'était important aussi de recadrer le sujet, donc je vais faire une petite intro assez rapide. La mesure de la mode, finalement, comment on y rentre ? Il y a 2 possibilités. Soit vous êtes dans une démarche volontaire où vous allez vouloir peut-être définir, structurer et piloter une stratégie de développement durable. Et puis, vous pouvez aussi rentrer par la réglementation, soit parce que vous êtes une entreprise obligée, soit parce que vos donneurs d'ordre ou vos parties prenantes sont elles-mêmes obligées ou se préparent à la réglementation et commencent à vous demander des comptes, ou alors tout simplement parce que vous anticipez une future réglementation et que vous voulez un peu vous mettre sur le sujet. Dans tous les cas, il y a 2 façons d'adresser la question. Soit vous allez mesurer les impacts de votre entreprise, donc d'avoir une vision un peu plus globale du sujet, soit vous allez être plus dans le micro et commencer à regarder les impacts au niveau du produit ou des collections. Alors je dirais que les 2 démarches, elles sont intéressantes, elles peuvent être menées de manière concomitante, elles sont tout à fait complémentaires. Typiquement, quand on va réaliser de l'analyse de cycle de vie pour avoir une vision au niveau du produit, ça va pouvoir ensuite nourrir plus précisément la réalisation, par exemple, d'un bilan carbone.
Donc voilà, ça c'était en termes d'introduction et puis aussi en termes d'approche après. Il y a 2 façons d'aborder la question. Soit vous allez avoir une approche monocritère, typiquement réaliser un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises du secteur qui travaillent là-dessus parce que la méthode elle est bien cadrée. Il y a des subventions, des autres entreprises qui sont obligées sur le sujet. Bon, ça a une limite, c'est qu'on est sous un prisme unique qui va peut-être occulter certains impacts de l'entreprise importants. Ou alors, vous allez pouvoir travailler sur une approche multicritère. Et là, effectivement, on va regarder plus largement quels sont les impacts au niveau de l'entreprise ou du produit. Voilà, donc c'était important, je pense, de rappeler ça en introduction. Je reviens un peu sur les réflexions qu'on a pu mener au niveau du groupe de travail Mesurer la mode. C'est vrai qu'on s'est rendu compte en travaillant avec les entreprises qui participent au GT que c'est pas toujours si simple. On ne sait pas forcément comment démarrer. Ça peut être, et c'est souvent chronophage, on n'a pas forcément les données précises ou alors on les a pas tout court. De vos retours d'expérience, c'était la première question que je voulais vous poser. Quels sont d'après vous les grands enjeux autour de la mesure ? Est-ce qu'il y a des freins récurrents que vous avez pu identifier dans le secteur d'activité ? Et puis deuxième volet de ma question, du coup, est-ce que vous avez des recommandations, des bonnes pratiques pour justement bien mesurer, en tout cas mesurer efficacement ces impacts ? Je ne sais pas qui veut démarrer. Allez, je peux commencer. Oui, sur le sujet de la collecte et de qu'est-ce qu'on fait de la donnée, il y a beaucoup de choses à dire. Premier élément déjà, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la donnée et quelles données veut-on utiliser. À titre personnel, moi je parle au nom d'Ecobalise, donc plutôt sur une approche produit, analyse de cycle de vie et voilà, affichage environnemental. Et donc voilà, quelques retours d'expérience. Le premier déjà, c'est qu'on s'est rendu compte ces 18 derniers mois en bossant avec beaucoup d'acteurs de la chaîne de valeur, notamment des industriels, enfin des marques, mais on descend aussi en dessous pour travailler sur la méthodologie. On se rend compte que les premiers impactés par l'affichage environnemental, donc les marques, en fait, elles maîtrisent, quand je dis elles maîtrisent, c'est la majorité des acteurs du marché, donc plus de 90%. La plupart des marques ne maîtrisent pas beaucoup d'informations dans leur logiciel produit en bout de chaîne. Et donc pour faire de l'analyse de cycle de vie et de l'affichage environnemental à grande échelle, donc sur plusieurs produits en catalogue, on se rend compte qu'en termes de données, on en est sur 5, 6 maximum. Et donc je pense au poids du produit, sa composition, la catégorie du produit, c'est un jean ou un t-shirt, c'est en général les marques elles l'ont, le made in, voilà, le pays de confection. Et ensuite, c'est à peu près tout pour l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est une première, c'est pas forcément une limite, mais c'est un état de fait, un état de l'art. Et donc nous, on est obligé d'en tenir compte pour l'affichage environnemental, pour s'assurer que ça soit accessible, puisque en France, on est le premier pays dans le monde aujourd'hui à déployer un affichage environnemental. Et si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'affichage environnemental en France, alors que l'ADEME notamment travaille dessus depuis 10 ans, c'est notamment parce qu'on n'avait pas trouvé de solution, mais justement simple, pour que les marques puissent s'approprier les enjeux de l'analyse de cycle de vie et puissent ensuite travailler sur l'éco-conception. Voilà, donc un enjeu de collecte qui est limité par les données aujourd'hui maîtrisées par les marques. Et donc ensuite, le sujet, c'est comment les marques peuvent aller collecter de la donnée plus précise. Et donc là, on voit pas mal d'initiatives. J'en ai 2-3 en tête. Ce sont des acteurs au sein de filières, en fait, qui se mettent ensemble et qui sont accompagnés, voilà, ou bien par des acteurs institutionnels, ou pourquoi pas par des privés, pour tous ensemble, en fait, faire du partage de retour d'expérience sur leurs enjeux, déjà sur leurs propres produits, et 2, ensuite se poser la question, voilà, quelle stratégie on met en place pour aller parler aux bons acteurs, qui sont souvent à l'étranger, et pour aller récupérer de la data précise, le titrage de fil, des données sur l'ennoblissement, etc., pour justement préciser les calculs, et puis améliorer sa stratégie, tout simplement. Martin, peut-être ? Oui, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Alban, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on constate, effectivement, ces ensembles de données qui sont assez lacunaires chez les marques. Et en plus de ça, il y a souvent une perception de l'environnement, de ce qu'est cette méthodologie d'analyse de cycle de vie, de leurs obligations réglementaires, que ce soit l'affichage environnemental qui vient d'être évoqué, ou l'information du consommateur, le DPP qui va arriver au niveau européen un peu plus tardivement. Tout ça crée en fait une surcharge de travail. Et donc il y a la surcharge liée à la collecte, il y a la surcharge liée à comprendre ce qu'on doit faire, comment on s'organise. Et derrière ça, c'est du temps. Et ce temps-là, il est assez rare chez les entreprises. Donc finissent soit par ne pas faire ou faire mal, faute de temps. Et c'est là où la technologie en fait peut vraiment aider. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent automatiser des tâches, les algorithmes qui le font très bien, qui existent depuis des vingtaines, trentaines d'années, qui n'avaient jusqu'alors pas vraiment été affectés à la cause environnementale.
Et chez Oli, justement, c'est un peu ce qu'on travaille. L'idée, c'est que tout ce qui est un petit peu réverbatif, répétitif, aucun intérêt que ce soit un opérateur humain qui le fasse, et à l'inverse, énormément d'intérêt que l'algorithme le fasse avec de la rigueur, avec une méthodologie qui est transparente, qui est validée, en s'appuyant sur des standards internationaux. Et donc ça, c'est vrai pour mesurer, c'est vrai pour se mettre en conformité, et c'est aussi vrai, et on y verra peut-être plus tout à l'heure, pour faire de l'éco-conception, parce qu'on a la capacité à mesurer différents scénarios en parallèle, et ensuite à laisser le choix à l'utilisateur. Mathilde? Oui, pour rebondir dessus, donc moi je vais avoir quand même une approche un peu plus basée sur le bilan carbone, mais qui reprend quand même à peu près les principes que vous avez évoqués. Donc tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quelles données on veut collecter, donc de quoi on parle. Et il faut savoir que quand on fait un bilan carbone, donc qui est plus à niveau de l'entreprise, mais on peut aussi faire des bilans carbone produits, là, on va s'intéresser à toutes les émissions sur la chaîne de valeur. Donc c'est ce qu'on disait, le problème de collecter les données, c'est qu'on ne va pas regarder que vos données en interne, mais on va bien aller prendre toutes les données en amont et en aval, tous vos flux. Donc nous, la première chose qu'on va conseiller, c'est dans une entreprise de faire une cartographie de ces flux pour savoir en fait quelles données on va devoir aller collecter. Et donc de voir quel va être notre périmètre de responsabilité pour savoir qui on va devoir contacter et qu'est-ce qu'on va devoir récupérer. Donc nous, ce qu'on conseille évidemment à chaque fois, c'est de contacter ses fournisseurs, donc pour avoir des données précises, qui seront généralement des données qui sont issues d'ACV, et pour pouvoir avoir ces données-là sur le carbone. On s'est rendu compte en général que c'est des données qui n'existent pas encore chez tout le monde. Donc dans l'autre cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va utiliser des données génériques qui là seront issues de bases de données. Donc nous, on travaille principalement avec EcoBalize, qu'Alban vous a présenté. Et l'idée, ça va être vraiment de se concentrer quand on fait un bilan carbone sur ces postes qui sont significatifs. Donc ce qui est significatif, c'est des postes qui sont importants en termes de tonnes de CO2 qui vont être émises, donc d'impact, mais aussi des postes clés pour que votre entreprise subsiste. Et donc nous, ce qu'on a vu donc avec l'échantillon dans le programme qu'on a réalisé au premier semestre, c'était un échantillon de 16 entreprises, c'est que dans le textile, les principaux impacts, ils sont sur les matières premières et sur les procédés. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir collecter la donnée, qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Comme on l'a dit, c'est très chronophage, on n'a pas spécialement le temps, les ressources, et on ne sait pas où collecter la donnée. Donc l'objectif, ça va être d'avoir les données les plus précises possibles sur ces items-là. Et après, il faut savoir qu'un bilan carbone, c'est aussi un exercice qui est itératif, donc on va répéter dans le temps, et donc que c'est OK, certaines fois, de faire des estimations, d'avoir des incertitudes, parce que année après année, on va s'améliorer. Et donc l'idée d'un bilan carbone, c'est d'avoir vraiment les grosses masses et l'ordre de grandeur de notre impact. Voilà. Du coup, même question sur le produit, puisque vous êtes plus focus produit, est-ce que comme ça, on peut identifier aussi des hotspots? Est-ce que ça recoupe avec ce que dit Mathilde, qui est plus sur une approche micro-critère, on va dire, enfin monocritère, pardon, pas micro, qui est important? Oui, totalement. Sur le produit, comme on regarde le cycle de vie, c'est-à-dire qu'on part des matières premières et qu'on va aller jusqu'à la fin de vie. Et on passe par la distribution, les phases de production, d'utilisation aussi, jusqu'au moment où le vêtement ou la chaussure ou quel que soit en fait l'objet qu'on est en train d'analyser sera jeté. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on peut avoir des perceptions qui sont assez biaisées. En tant que consommateur, et moi le premier alors que j'ai fait des études en environnement, on s'appuie sur ce qu'on voit. Donc on s'appuie sur la localisation, le made in, qui nous parle. On se dit c'est loin, donc ça doit avoir plus d'impact pour venir, ça tombe sous le sens. Et puis on s'appuie sur le packaging, parce que pareil, si ça a l'air suremballé, on va se dire, suremballé, en plus c'est du plastique, là, c'est OK. Là, il doit y avoir de l'impact. La réalité, c'est que tout doit être pris au regard de son contexte complet. Si on parle de la distance, effectivement, plus c'est loin, plus ça a de l'impact, mais si c'est loin et que c'est acheminé par bateau, ça a beaucoup moins d'impact que si c'est proche et c'est acheminé par un camion qui est peut-être plus du tout aux normes et qui consomme beaucoup de diesel. Pareil sur le packaging, effectivement, si c'est suremballé, on pourrait se dire c'est un peu inutile, on va le jeter en plus ce packaging. Mais d'un autre côté, ça a peut-être permis d'éviter beaucoup de pertes pendant le transport, de protéger et donc de réduire tout l'impact matière qu'on pourrait avoir. Donc quand on regarde le cycle, nous, ce qui est super important, c'est toujours de se représenter l'ensemble des étapes. Et donc visuellement, c'est ce qui se passe d'ailleurs sur notre plateforme. Et à partir de là, de venir détecter quels sont les paramètres au niveau du produit qui vont jouer. Ça peut être, si je vous prends un t-shirt par exemple, à 40%, ça va être le choix des matières premières. À 40%, ça va être l'utilisation. Et les 20% restants, ils sont entre la fin de vie, les étapes de transformation et la distribution. Et ensuite, là-dessus, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, le choix des matières, à raison toujours de se dire
On a ce qu'on appelle un niveau de service, une unité fonctionnelle. On ne veut pas dire on prend moins de matière, mais dans ce cas-là, on a un t-shirt qui devient tout léger, qui ne tient pas dans le temps, et dans ce cas-là, ça n'a plus aucun intérêt, ce n'est pas de l'éco-conception, là c'est juste de la dégradation du produit. Et puis, on a sur l'utilisation parfois des scénarios qui sont normés. Aujourd'hui, une marque ne peut pas prétendre que, en tout cas, et c'est une question qu'on a abordée hier avec des gens de Refashion, c'est difficile d'estimer la durée dans le temps d'un produit, il y a eu des tests qui ont été faits sur le sujet. Donc aujourd'hui, on a des scénarios qui sont fixés par l'ADEME, ils sont peut-être amenés à bouger, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, il y a des éléments qui ont de l'impact sur lesquels on a le droit de jouer, des éléments qui ont de l'impact sur lesquels, malheureusement, pour le moment, on va demander de ne pas trop y toucher. Et plus on va avancer, plus l'objectif va être de prendre en compte ces grands hotspots et de trouver des solutions. Oui, le principal a été dit. Je rajouterais juste que notamment l'affichage environnemental, mais aussi de toute façon quand on met les mains dans le cambouis, comme on le fait tous sur ces sujets, on se rend compte aussi que il y a de la complexité, donc sans regarder un cas spécifique de produit, c'est difficile comme ça de donner des généralités, parce que pour un même produit, si on change 2-3 paramètres sur le cycle, sur la chaîne de valeur, on peut avoir des résultats qui varient significativement. Donc je pense qu'il faut regarder bien au cas par cas. Et deuxième élément, je pense que quand on parle d'ACV et d'affichage environnemental, même de manière globale, il faut rester entre guillemets assez humble et considérer tout ça comme des outils, parce qu'en fait, il y a énormément d'hypothèses qui sont prises, parce que c'est obligatoire si on veut sortir des résultats, et que même quand certains invoquent, on peut l'invoquer nous aussi, hein, on se base sur le consensus scientifique, c'est toujours dangereux, parce que le consensus scientifique, in fine, ça reste des choix, mais qui sont très bien, hein, d'ailleurs, ça permet d'avancer, mais voilà, il y a une vraie notion de complexité et aussi de choix, en fait, tout simplement, pour avoir des scores agrégés, des scores accessibles pour le consommateur. Et donc, c'est aussi là le rôle de l'affichage environnemental, c'est pas de dire l'État français a raison. L'objectif numéro 1, c'est de dire, voilà, avec l'état de l'art, avec ce qu'on comprend aujourd'hui en parlant avec les acteurs du textile et le monde scientifique, bon, mais voilà les gros enjeux qui ressortent. Et puis, de toute façon, plutôt que prendre une hypothèse à 1,2 ou 1,1, en soi ça ne change pas grand-chose. En fait, on définit les hypothèses par défaut pour dire toutes choses égales par ailleurs, on va pouvoir enfin comparer des produits entre eux et ensuite laisser la possibilité au marché, aux acteurs privés, s'ils veulent ensuite détailler les résultats qu'Ecoballis propose, qui reste un outil facultatif, hein, c'est pas du tout un outil obligatoire, mais de dire ensuite aux acteurs privés, ok, vous voulez aller plus loin, mais pas de problème, si vous respectez le cadre global, vous pouvez ensuite aller travailler sur ces paramètres et venir préciser pour vos clients, ou bien faire ça en interne, les résultats. Donc, voilà. Alors justement, pour rebondir, est-ce que finalement on peut tout mesurer au niveau des impacts de la mode? Est-ce que d'ailleurs c'est pertinent de tout mesurer? Quelles sont les limites de la mesure? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'est pas capable de mesurer? Ah, ça c'est une bonne question. Aujourd'hui, dans la plupart des référentiels d'analyse de cycle de vie, donc la méthode un peu standard pour faire de l'évaluation d'impact environnemental de manière quantifiée, la majorité des cas, il n'y a pas tous les enjeux du textile, en tout cas aujourd'hui. Il n'y a pas, par exemple, l'impact des microfibres. Les enjeux de toxicité, les inventaires de flux sur les étapes d'ennoblissement, en général, c'est pas satisfaisant. Ça n'empêche que ce sont des bons outils hein, pour travailler, heureusement. Mais l'état de l'art, la réponse est non. Donc il y a des limites. Et ce qu'on essaie de faire en lien avec l'Union européenne, hein, puisque la Commission européenne, enfin au niveau européen, il y a un référentiel que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le référentiel PEF. Bon, en fait, il n'y a pas de référentiel validé, c'est des projets, hein, c'est toujours des versions draft et qui ne seront pas finies avant 2025, voire 2026, si ça aboutit. Donc voilà, il y a plein d'intérêts à ce référentiel. Il y a aussi des limites qui sont pointées par la société civile, par l'industrie, et aussi d'ailleurs par le Parlement européen ou la DG Environnement en disant, voilà, si vous prenez pas en compte les enjeux des microfibres, des enjeux sur la biodiversité, le PEF ne sera pas appliqué. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, puisqu'en France, on a un agenda qui est beaucoup plus serré, hein, c'est pour début 2024 la mise en place de l'affichage environnemental volontaire. On doit rajouter des compléments en fait concrètement. On doit rajouter des compléments aux référentiels existants pour enfin, même si c'est jamais fini, mais pour enfin se dire ok, tous les grands enjeux sur le cycle de vie textile qui aujourd'hui sont quand même connus dans l'industrie, on est capable de les intégrer dans un même référentiel. Donc ça c'est un peu la nouveauté de ce que propose la France. Et le fait de le faire sur un outil comme Ecoballis qui est open source, bah, c'est aussi intéressant parce que ça permet en fait, de se faire critiquer et ça permet de laisser à n'importe quelle personne dans le monde de venir comprendre en fait, les hypothèses qu'on prend et de venir dire attendez, moi je suis un teinturier en Turquie, je peux vous dire qu'on ne fait pas ça comme ça, donc vous pourriez changer ça. Et donc c'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi. Et je pense que c'est une belle ressource pour l'industrie pour ensuite continuer à faire de l'éco-conception et toujours s'améliorer.
Je ne sais pas si Mathilde, tu veux. Peut-être pour rebondir sur ce que tu as cité quelques enjeux, les microplastiques, il y a aussi les enjeux de biodiversité. C'est des enjeux qui sont très durs à prendre en compte aujourd'hui parce qu'on n'a pas du tout le recul scientifique. Les microplastiques, on sait qu'on en a maintenant un peu partout. Je crois qu'on parle d'une carte bleue qui est avalée par semaine, parce qu'on en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a dans ce qu'on consomme. Mais aujourd'hui, il n'y a par exemple aucune étude scientifique qui a réussi à trouver un lien causal entre cette présence de microplastiques et des effets de santé. Ce qui est d'ailleurs une nouvelle plutôt heureuse, parce que si c'était le cas, on n'aurait aucun moyen de s'en débarrasser. Enfin, en tout cas, ce serait extrêmement compliqué. Et l'idée derrière ça, c'est que l'ACV n'a pas vocation, en tout cas dans notre opinion côté Eolis, à être une méthode qui prend tout en compte. C'est aussi tout à fait OK de dire qu'il y a des choses qui ne s'adapteront pas à l'ACV, qui est une méthode où on a des données qui sont généralisées sur des régions, et de dire là, il faudra compléter. Par exemple, la biodiversité, pour être moi-même écologue et avoir fait des diagnostics de nez où j'allais creuser, chercher les vers de terre, les insectes, je passais ça sur un transect de 10 mètres, et on voit une différence de biodiversité qui est phénoménale. Donc de dire qu'on aurait des données au niveau international qui sont capables d'avoir ce degré de précision, c'est juste pas vrai. Et donc, ce qui est intéressant, il y a, par exemple, dans la réglementation française, sur certaines infrastructures, des obligations de diagnostic, et ça peut compléter un petit peu l'analyse d'impact. Mais il ne faut pas vouloir à tout prix tout mettre dans l'analyse de cycle de vie. C'est vraiment quelque chose qui serait assez néfaste, parce qu'on ne peut juste pas le faire, enfin, ça ne marche pas d'un point de vue scientifique. En tout cas, pas avec le niveau de captation de l'information qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et puis, autres enjeux, c'est les enjeux sociaux. Le textile, ça implique des milliers, des millions, peut-être probablement de femmes et d'hommes tout le long de la chaîne. Et il va falloir à un moment commencer à faire des arbitrages, parce que si on prend uniquement en compte l'environnement, on va peut-être avoir des conséquences qui sont assez néfastes sur le plan social. Par exemple, qui dit automatisation des lignes de production, dit robotisation, dit donc consommation électrique, donc un impact environnemental qu'on peut facilement mesurer. À l'inverse, si on a des personnes qui font à la main certaines tâches, je sais pas, ça peut être de la couture, de la confection ou autre, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, en tout cas, sur le plan environnemental, et donc dans la CV, ça sera ignoré. Alors, il y a des méthodologies qui le prennent en compte, il y a de la CV sociale, il y a aussi tout ce qui va être les standards côté label, mais il faut bien avoir en tête que en voulant faire un focus trop sur un endroit, on risque de passer complètement à côté d'autres impacts, et ce ne serait pas du tout souhaitable qu'on dise cette usine n'a pas du tout consommé d'électricité, par contre il y a des centaines d'enfants qui travaillent jour et nuit. Donc c'est aussi quelque chose à avoir en tête, et là encore on ne pourra pas faire quelque chose de parfait, et je pense que le travail que fait Ecobalise pour montrer un petit peu quelle est l'orientation sur la réglementation et se faire challenger est essentiel. L'idée ensuite, c'est d'essayer d'avancer, et puis voilà, c'est pas parfait au début, l'année d'après, ou encore d'après, on aura peut-être une deuxième version, et en avançant, on finira par avoir un outil qui permet vraiment aux consommateurs de comparer et de pousser l'industrie vers le haut. Oui, pour rebondir dessus, donc vous avez très bien expliqué, effectivement, et notamment quand on fait un bilan carbone, on ne regarde pas toutes les autres externalités. Donc c'est une limite, c'est sûr. Donc évidemment, des fois, quand on fait des bons choix niveau carbone, c'est pas des bons choix pour la biodiversité, pour le social. Ça, c'est des choses qui sont pour le moment assez difficiles aussi à quantifier, et c'est quelque chose à garder en tête et important à regarder. Mais bon, ça, vous avez très bien expliqué. Nous aussi, ce qu'on trouve comme limite, c'est par rapport aux bases de données existantes. Donc il y a beaucoup de données qui n'existent pas. Donc on a un gros besoin en fait qu'au niveau sectoriel, les entreprises ensemble réalisent des ACV, réalisent des mesures d'impact pour pouvoir en fait être plus précis. Et malgré toutes ces limites qu'on vient de citer, c'est le cas pour le bilan carbone, et je pense que c'est quand même le cas aussi pour la CV, c'est que ça reste des ordres de grandeur qu'on a des incertitudes effectivement, mais le fait d'avoir ces ordres de grandeur, ça nous permet de voir dans notre entreprise ou au niveau du produit quels sont les impacts les plus importants et où on va devoir mettre où nos actions vont devoir être réalisées. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Et d'un point de vue, nous, dans l'échantillon qu'on a réalisé là sur nos 7 entreprises auxquelles on a fait un bilan carbone, on se rend compte que d'une entreprise à une autre, ce n'est pas tout à fait les mêmes impacts. Donc en général, je vous ai dit, c'était les matières premières et c'était les procédés. Mais on a eu pour une entreprise, 70% de son impact venait de son fret, venait de ses transports. Donc dans ce cas-là, évidemment, les actions qu'on va mettre en place sont différentes. Donc c'est un bon outil pour pouvoir en fait voir où on va pouvoir mettre ces actions en place.
Alors, on a parlé de la mesure, les bonnes pratiques et les limites potentiellement qu'on peut y voir. Dernière question que je voulais vous poser sur le sujet, c'est que finalement, mesurer c'est bien, c'est une étape importante, mais finalement, ça ne doit pas rester qu'un simple état des lieux. Et parfois, on a l'impression que dans certaines entreprises, c'est un peu une case qu'on va cocher dans la to-do RSE, mais après, il n'y a rien qui se passe. Donc, pour réduire ces impacts, il va falloir mettre en place un certain nombre d'étapes importantes ou clés pour justement réduire ces impacts. Alors, de vos retours d'expérience aussi sur notre secteur d'activité, quelles sont ces étapes clés que vous avez pu identifier? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des recommandations à partager justement pour réduire durablement, tout en alliant aussi performance de l'entreprise? Qu'on est sur le sujet aussi de la performance, et ça, c'est important aussi. Je peux y aller. Donc, par rapport à ça, effectivement, mesurer, c'est une première étape, mais ça ne s'arrête vraiment pas là. L'objectif, ça va être de mettre en place un plan d'action avec donc des actions qui vont nous permettre de réduire notre impact. Donc, ce qu'on fait, nous, en premier, on vous conseille donc, évidemment de calculer votre impact, et ensuite, on vous conseille d'identifier vos risques qui sont liés au réchauffement climatique. Donc, il y a différents types de risques. Il y a des risques qui sont donc des risques réglementaires, comme on a parlé avec par exemple la loi AGEC, les nouvelles réglementations et les nouvelles normes européennes, donc que vous allez devoir prendre en compte. On a aussi des risques de marché, donc des risques économiques liés au fait que les prix vont augmenter. On a des risques réputationnels, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas certaines matières, ou si vous travaillez avec des matières qui sont jugées comme non éco-responsables, alors vos clients peuvent se détourner de vous, etc., etc. On a aussi des risques technologiques parce qu'on utilise beaucoup dans le textile des procédés qui sont énergivores, qui demandent donc de l'énergie qui soit disponible, et là-dessus on sait qu'on peut avoir des problèmes. Et on a aussi des risques physiques. Donc ces risques physiques, ça peut être par rapport aux matières premières, leur disponibilité, mais ça peut aussi être dans vos usines de production, s'il y a des feux de forêt de plus en plus fréquemment dans certaines régions, etc. Donc tout ça, c'est des choses à identifier. Et après, pour faire un plan d'action qui soit résilient, c'est de mettre en face votre bilan carbone avec vos principaux impacts, de regarder vos risques et ensuite de proposer un listing d'actions qui vont vous permettre de diminuer votre impact tout en regardant que vous n'êtes pas en train d'augmenter vos risques et même éventuellement de les réduire. Donc pour faire ça, nous on vous conseille de lister toutes les actions qui vous viennent, de regarder quel est leur impact, évidemment de regarder quel est leur coût et leur faisabilité pour pouvoir en fait identifier un plan d'action à court, moyen et long terme pour définir toutes les actions que vous pourrez mettre en place. Et après, même s'il y a des actions qui vous semblent pas très impactantes mais qui sont faciles à faire, et là je parle notamment de la sensibilisation, c'est des choses à commencer dès le départ parce que le plus dur c'est de se mettre en route. Donc même si la première action qu'on va faire c'est une petite action, c'est pas ce qui aura le plus d'impact, le fait de lancer le mouvement et d'y aller ensemble, c'est ce qui va vous permettre ensuite que votre plan d'action que vous ayez défini puisse voir le jour. Donc l'idée, c'est vraiment pas que ça reste un papier, mais qu'on y aille tous ensemble. Ouais, bon, je peux rebondir, mais ce sera assez limité, parce que au sein d'Ecobalize, on ne fait pas d'accompagnement, on cherche juste à construire la méthode et puis à embarquer l'industrie en fait, sur l'évaluation environnementale, avec l'affichage environnemental qui se veut volontaire en 2024 et puis obligatoire à partir de 2025. Par contre, ce qu'on voit quand même dans nos échanges, c'est qu'il y a quelques impondérables, souvent en interne, pour pouvoir transposer juste des enjeux de communication, de marketing à de l'éco-conception, il faut que forcément l'ensemble de l'entreprise, en tout cas que la démarche d'éco-conception soit insufflée par le haut, donc par le top management au niveau de la marque ou d'un groupe industriel, parce qu'il y a tellement de conséquences derrière, de choix, que ce soit sur les achats, sur pas mal d'enjeux, qu'il faut que ça vienne d'en haut. Donc ça, c'est un vrai sujet. Un second sujet aussi, c'est se faire accompagner si on n'a pas en interne les compétences sur l'analyse de cycle de vie, et ou aussi se faire accompagner sur sa traçabilité. Donc là, il y a beaucoup d'acteurs qui existent sur le marché et puis qui se sont créés ces derniers mois, notamment sur le textile. Donc voilà, c'est des petites recommandations. Et vis-à-vis ensuite des consommateurs aussi, s'il y avait peut-être une recommandation, serait peut-être de commencer à faire le travail sur un seul produit, sur un produit iconique de son catalogue. De commencer à jouer ou bien avec ses prestataires, ses conseils, ou bien en interne, ou bien avec Ecobalize, de commencer à regarder en renseignant ses données produits, regarder un peu les hotspots, lire la documentation, comprendre pourquoi les matières c'est si important, comprendre pourquoi au niveau de l'ennoblissement il y a tant de consommation d'énergie, etc. Et voilà, déjà ça va vous faire poser beaucoup de questions, et ensuite je pense que quand on s'intéresse à ce sujet, c'est un peu infini. Donc,
Non, c'est clair en fait, il y a une myriade de manières de s'améliorer. Et nous, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quelque chose qu'on constate qui est assez fréquent, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'alternatives, mais il y a beaucoup moins d'alternatives qu'on peut vraiment implémenter. Et cette notion d'implémentation, elle s'explique par plusieurs aspects. Il y en a une qui est évidente, c'est le coût. On peut avoir des super matières qui ont peut-être très peu d'impact, qui sont produites de manière la plus responsable possible, mais si ça fait augmenter le coût du produit avec un facteur 10, il n'y a aucune marque qui le fera parce que ça leur impose un changement complet de marché, de cible, donc c'est pas du tout quelque chose qui est envisageable. Un autre aspect, c'est ce sur quoi on a le contrôle. Il y a beaucoup de marques qui vont effectivement être capables de donner un cahier des charges, de donner des designs, mais qui sont plus du tout en charge de la conception réelle du produit et encore moins de la chaîne de valeur qui est en amont. Et donc pour ces acteurs-là aussi, c'est toujours très important de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'on peut tout de suite envisager toutes sortes d'alternatives ou est-ce qu'il y en a qui vont de toute façon ne pas passer parce que ça ne colle pas avec le budget, parce que ça ne colle pas avec ce qu'on est capable de demander à ses fournisseurs. Je pense en particulier aux PME qui n'ont pas du tout le même poids sur leur chaîne logistique que des très grands acteurs. Et nous, de notre côté, en fait, on a vraiment tenu, et c'est pour ça qu'on se définit comme plateforme d'analyse de cycle de vie et d'éco-conception, c'est que cette dimension d'amélioration, elle doit toujours prendre en compte les contraintes des marques. Donc la dimension de coût est inclue directement chez nous, la dimension de contrôle est en phase d'être inclue, et le but, c'est vraiment de proposer des choses que vous pouvez mettre en place. Même si, effectivement, ça peut être une petite étape au début, on préfère de très loin que ce soit une petite étape que vous faites, que ce soit une très grande étape qui est en fait complètement irréaliste. On parlait aussi avec plusieurs d'entre vous en préparant la table ronde du rôle important aussi de sensibiliser, former, accompagner les collaborateurs. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Je pense que c'est aussi une étape clé importante en fait, pour pouvoir être dans la réduction de ces émissions, si on parle d'émissions de gaz à effet de serre ou autres sujets. Peut-être pour rebondir, la complexité de l'analyse cycle de vie, je pense que si on affichait la formule, tout le monde partirait parce que c'est horrible. Mais en même temps, c'est bien, ça veut dire qu'on essaye de prendre plein de choses en compte. Par contre, ce qui est important, c'est que pour un utilisateur, ça soit le plus transparent, le plus facile, et qu'il puisse faire confiance à une plateforme, si c'est dans notre cas ou dans le cas d'Ecobalise, faire confiance, ou dans le cas de WeCount aussi, sur l'aspect plus bilan carbone, et faire confiance aussi à des consultants qui appliqueraient bien cette méthodologie-là. Mais il y a un vrai enjeu que tout le monde soit embarqué. Donc tout à l'heure, Alban parlait du top management, qui effectivement va insuffler la direction. Mais ensuite, il faut vraiment que toute la chaîne soit alignée, parce que si les designers ont vraiment envie de faire des choix de matière, mais que finalement au niveau du sourcing, ils ne le font jamais parce qu'ils n'ont pas trop compris l'intérêt et puis ils n'ont pas envie, là, ça pose un problème. Donc il y a un vrai enjeu, que tout le monde soit aligné, idéalement que tout le monde parle la même langue. Donc, dans notre cas, on a le même outil pour des designers, des fournisseurs, des personnes chargées de la logistique, du sourcing, de la RSE, ce qui permet de bien visualiser ce qui se passe, et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, et donc tout le monde est responsabilisé. Dès lors qu'il y en a qui commencent à être un peu en retrait, ou alors on leur impose quelque chose parce que tel autre département a eu cette idée qui leur semble géniale, et eux, voilà, maintenant il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Ça va créer de la friction. Donc il y a un enjeu vraiment de former, de sensibiliser toutes les équipes et aussi les fournisseurs. Parce que les fournisseurs ont un très grand rôle à jouer aussi dans la transition. Oui, moi je vais rebondir, mais on est tout à fait d'accord aussi chez WeCount par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour notre retour d'expérience, donc on a accompagné déjà plus de 250 entreprises, et à chaque fois que la direction n'a pas été impliquée, le projet il reste, vraiment le projet n'arrive pas à démarrer. Donc l'implication de sa direction, c'est quelque chose qui est obligatoire pour que ça ne soit pas qu'un papier et qu'on commence à y aller. Même si après il y a toujours des équipes qui essayent de se mobiliser, tant que la direction n'est pas là-dedans, c'est compliqué. Et après aussi, d'un autre côté, si les collaborateurs ne comprennent pas le projet, ne se sentent pas impliqués, c'est la même chose. Ça ne va pas, même si la direction pousse dans la bonne direction, le projet ne va pas avoir lieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire, c'est de prendre du temps pour expliquer le projet, pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer où on va, pourquoi on y va, de sensibiliser les différentes personnes. Ça permet aussi en fait d'identifier parmi vos équipes des personnes auxquelles vous n'aurez pas pensé et qui sont intéressées à ces sujets, qui sont moteurs, qui veulent vous aider.
Nous, ce qui se passe en général, c'est qu'on considère que la formule magique pour réaliser son bilan carbone, c'est d'avoir une équipe en interne de 3 personnes qui vont être vraiment dédiées à ce sujet-là. Mais ensuite, l'objectif, ça va être de trouver des relais dans chacun des pôles, donc la production, le transport, etc., qui pourront travailler main dans la main avec eux et fournir donc des résultats. Et c'est des choses qui peuvent être faites de différentes manières, donc à travers de la sensibilisation, des challenges, des fresques du climat, etc. Mais c'est aussi nécessaire d'aller plus loin et d'aller dans la formation pour qu'on comprenne bien quels sont les enjeux. Je n'étais pas censée intervenir, mais je voudrais juste faire un petit commentaire sur un point qui me semble aussi important. Pour le vivre avec les entreprises que j'accompagne, la question du prix, du coût, tu en as parlé tout à l'heure, c'est toujours un gros sujet sur qu'est-ce qu'on met en œuvre effectivement sur ces plans d'action. Et je pense que là aussi, il y a besoin de repenser la façon de voir la marge dans l'entreprise. Enfin, c'est un peu une banalité ce que je dis, mais c'est vrai qu'on réfléchit toujours en silo, la marge produit, la marge de collection. Il faut penser la marge au sens plus large. Et je voyais ce matin la table ronde avec... sur le sujet de la réparation, quand Jod dit nous on va financer la réparation, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise qui vise un objectif de durabilité, de satisfaction client, etc. Mais typiquement c'est quelque chose qui va certainement être compensé par, je sais pas, des endroits où on va faire attention, on va réduire ses coûts, etc. Donc je pense que ça aussi c'est un message à faire passer. Pensons plus global, arrêtons de penser en silo et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont bloqués aujourd'hui qui vont pouvoir se débloquer. Bon, je fais juste cet aparté. Avant de passer la parole du coup au public pour les questions, donc si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, en gros on le voit bien, la mesure c'est quelque chose qui est indispensable pour travailler la réduction de ces impacts. Ça donne un état des lieux, ça permet d'identifier où sont ces hotspots. Aussi, quand on sera dans la mesure du coup des plans d'action, ça permet aussi d'avoir un étalon auquel on va pouvoir se comparer et se dire tiens, ça progresse bien. Deuxièmement, on l'a vu, effectivement, on ne peut pas tout mesurer. Il y a aussi pas mal d'étapes complémentaires à mettre en œuvre au-delà de la mesure pour réduire efficacement ces impacts. Et je dirais, il faut garder aussi en tête que c'est un sujet qui est complexe, qui est très vaste, qui est mouvant. Et donc, il faut accepter de faire des choix, de prioriser, peut-être en fonction des enjeux de l'entreprise, des attentes des parties prenantes. On n'est pas sur des démarches parfaites. Il faut se dire qu'on est dans des démarches de progrès continu, où on apprend en marchant, avec des méthodes, des outils qui vont continuer à évoluer, s'affiner, etc. Alors je regarde le timing, ouais c'est bon. Juste avant de passer la parole au public, je trouvais que vous aviez tous une actualité intéressante à partager. J'aimerais bien que vous puissiez nous donner rapidement les choses clés à arriver en ce qui vous concerne. En ce qui concerne WeCount, donc suite au programme d'accompagnement qu'on a réalisé avec les entreprises du textile, on est en train de réaliser un guide, donc un guide de la décarbonation, qui est en fait un guide gratuit et en open source qui est destiné à toutes les entreprises du textile qui souhaiteraient se décarboner. Donc ce guide, il comporte les méthodologies pour faire son bilan carbone, les bonnes pratiques qui sont données par ces entreprises-là, ainsi que toute une liste d'actions qui peuvent être mises en place. Donc ce guide devrait sortir d'ici 2 semaines, et si ça vous intéresse, vous pourrez le télécharger. Et ensuite, on a des programmes, donc, comme le programme textile qui a eu lieu au premier semestre. Donc ces programmes, on les reconduit. Il y en a un qui commence dans 2 semaines et un autre qui commence le 2 avril 2024. Et qui est dédié aussi donc, à regrouper 10 entreprises du secteur du textile pour décarboner ensemble. Et moi, je vais vous donner une news un peu tech, vu que c'est les Fashion Tech Days. On a eu l'honneur d'être primé par l'UNESCO et par le ministère en recevant donc à la fois le Top 100 des solutions d'IA au service du développement durable et le label Green Tech Innovation cet été. Et les algorithmes qui ont été primés, on va les déployer, ils étaient en R&D jusqu'à maintenant, on va les déployer dans les prochaines semaines pour nos clients, en commençant par le textile. Donc pour ceux qui sont clients, vous verrez, ça devrait aller beaucoup plus vite maintenant, surtout sur l'exploration des stratégies d'éco-conception. Et pour ceux qui ont des problématiques, des enjeux autour de l'éco-conception, de l'analyse de cycle de vie, de la mise en conformité, n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'il y a peut-être des endroits sur lesquels Olis pourrait vous être utile. Oui, de notre côté, donc au niveau de l'affichage environnemental, il y a une actualité à court terme, ça va être pour début de novembre normalement, il y aura le prochain comité des partenaires. Donc en fait c'est un webinaire technique/public, où on présente nos avancées. Donc là on risque de présenter
en fait, une première proposition de méthode complète. Et quand je dis complète, c'est basé sur l'analyse de cycle de vie, les 16 indicateurs classiques, mais avec quelques compléments, justement pour prendre en compte les limites qu'on a évoquées. Donc ça, c'est début novembre. Voilà. Et une autre actualité aussi, on a déjà commencé à le faire l'année dernière, mais c'est on nous demande de faire des propositions aussi au niveau européen, au sein du PEF, sur justement certains compléments, de présenter en fait, ce qu'on propose au niveau français, pour voir si ça peut aussi être repris au sein du PEF, parce qu'à long terme, en fait, c'est dans l'intérêt de tous qu'il y ait une seule méthode harmonisée au niveau européen. On n'y est pas encore au niveau européen, ça prend encore quelques années. Mais bon, avec ce qu'on fait la France, c'est quand même des bonnes pistes sur lesquelles travailler, donc on avance bien là-dessus aussi. Et pour l'actualité de Fashion Green Up, donc avec Frédéric et les membres du groupe de travail Mesurer la mode, on continue sur le sujet. Donc on expérimente notamment la monétarisation des impacts avec 3 entreprises où on va vous faire des retours d'expérience à la fois de la monétarisation au niveau des impacts entreprises et produits. Et puis on est en train de rédiger un guide sectoriel pour bien mesurer ces émissions de gaz à effet de serre dans la mode, qui devrait sortir en début d'année prochaine et qui sera sur le site de l'ADEME parmi la vingtaine, je crois, de guides qui existent déjà. Voilà. Merci à tous les 3. Alors, s'il y a des questions dans le public, on est là encore 5 minutes, je crois. Oui. Est-ce que quelqu'un peut passer un micro ? Merci. Bonjour. J'ai bien compris qu'il y avait des limites à certaines choses qu'on ne pouvait pas quantifier. Alors moi, je fais partie du domaine de la teinture. Aujourd'hui, pour moi, c'est une industrie qui est quand même assez polluante. Et justement, je suis assez surprise qu'on n'arrive pas à avoir des données sur cette notion de tout ce qui est couleur et après. Et qu'on n'en tienne pas compte justement dans le cycle de vie du produit, puisque la couleur fait quand même partie du vêtement à part entière. Donc je voulais rebondir malgré tout ce que vous avez dit justement en disant qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles, mais est-ce qu'on pourra quand même creuser ce sujet-là ou est-ce que ça fait partie des projets en plus que vous proposez en plus dans les thèmes de la perf ? Merci. Oui, merci pour la question. En effet, oui, c'est une limite aujourd'hui dans la CV et ça fait partie des compléments qu'on propose. Donc il y en a il y en a moins de 10, il y en a 5-6. Donc les inventaires de substances chimiques sur les phases d'ennoblissement, on travaille dessus depuis plusieurs mois. C'est très complexe, mais on part de loin, parce que ça touche à des domaines de l'écotoxicologie, donc ça c'est quand même très spécifique. Et ça touche aussi aux problématiques de secret industriel au niveau des ennoblisseurs. Donc ça fait beaucoup de limites, mais il y a quelques travaux qui ont été publiés, donc on se base sur, pour pas la citer, sur les travaux de Sandra Ross notamment, qui est en Suède, au centre Mistra Future Fashion de mémoire. Et ils ont fait des gros travaux d'inventaire sur une quinzaine de hotspots sur l'ennoblissement. C'était repris par les Américains, par la Sustainable Apparel Coalition, qui ont racheté ça. Mais bon, on a une bonne collaboration avec elle et ses équipes. Donc oui, on a beaucoup travaillé et on est en train de finaliser là, des correctifs pour intégrer, en fait, concrètement, pour intégrer des points d'impact en plus sur les indicateurs toxicité humaine et écotoxicité. Et ça sera nouveau et c'est une belle avancée. Oui. Mais oui, on part de loin sur la tox-écotox et c'est pas satisfaisant. Je vous rejoins là-dessus. Oui. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Up, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenup.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!